Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je voudrais continuer la biographie de Wernher von Braun et je voudrais faire la capsule numéro 3. La capsule numéro 3 couvre la période de sa vie de 1946 à 1957. Donc, Wernher arrive à l'aéroport de Boston à bord d'un DC-3. Ça, c'est au mois de septembre 1945. Et là, mais auparavant, les Américains avaient organisé ce qu'ils avaient appelé l'opération Paperclip. Qu'est-ce que c'était l'opération Paperclip? Une des tâches de l'opération Paperclip, c'était de gommer le passé nazi des savants allemands qui s'en venaient aux États-Unis. Autrement dit, amoindrir leur participation dans le Troisième Reich allemand, là, avec les fusées V2, là, pour que la pilule parte plus facilement aux États-Unis. Parce que, comme on le sait, dans ces années-là, imaginez-vous, les savants allemands étaient vus quasiment comme des démons là, sortis de l'enfer, avec leurs fusées V2, qui étaient tellement en avance sur le temps, à ce moment-là. C'était très mal vu dans l'opinion publique, mais vu la valeur de ces savants, il n'y a aucun pays qui aurait refusé de les accueillir. Ça, l'histoire l'a prouvé, là, tout le monde voulait avoir ces savants-là. Et en 1946, le 21 octobre, Wernher retourne en Allemagne pour se marier avec Maria Quistrop. Ça, c'est sa cousine propre, elle avait 18 ans, et lui, il en avait 34. Ici, vous voyez la photo, là, quand il est allé se marier en Allemagne. Mais on rapporte que dans l'église, il y avait plus d'agents du FBI qu'il y avait des parents de Wernher et de sa future épouse. Fait que c'est sûr que les Américains, quand ils ont retourné Wernher en Allemagne, ils n'ont pas pris de chance parce qu'ils savaient bien que les Russes n'ont jamais digéré que les Américains ramassent le plus beau du magot dans la sphère d'influence, qui allait devenir la sphère d'influence de la Russie. Fait qu'on rapporte même que même quand il sortait, il y avait toujours au moins deux agents du FBI pas loin de lui, puis probablement qu'en arrière-plan, il y en avait peut-être 5-6 en tout cas. Ils ne voulaient pas se le faire voler. Ça, c'était définitif. Ils ont tout fait. C'était quasiment comme un président américain. Quand on voit que le président américain s'en va en Europe, là, il y a des agents secrets un peu partout. Mais là, les Américains, ils n'ont pas pris de chance. Ça veut dire, ils ne nous le voleront pas, là, celui-là, là, on le garde. Et il est revenu aux États-Unis avec sa femme, et il a fait venir ses parents. Ses parents ont été juste 5 ans aux États-Unis, parce que probablement que c'est une autre mentalité, puis ils sont retournés en Allemagne. Et en 1946, ben, on établit Wernher et son équipe là, à White Sand, dans le désert du Nouveau-Mexique, là. C'est pas loin d'El Paso, au Texas. Là, toutes les fusées V2 que les Américains avaient ramenées sont emmenées à base. Ils appelaient ça Force Blitz, là, White Sand, c'est à peu près la même chose. Là. Tout le matériel militaire avait été amené là, pour que les Allemands puissent garder la main en envoyant des fusées V2 là, en l'air. Autrement dit, pour garder la main, parce que dans ces années-là, les Allemands ils avaient été mis un peu sur la touche. Mais les Américains étaient bien contents de les avoir avec eux parce que ils se disaient au moins, ils feront jamais de fusées pour nous les envoyer sur la tête parce qu'ils sont avec nous autres. On les a et on les garde. Et à West Sand, la fusée V2 a atteint 390 km d'altitude. Ça, c'est la fusée V2 qui avait été modifiée. Il y avait mis une autre petite fusée américaine, WAC, là, comme deuxième étage. Là. Puis là, il avait réussi à atteindre 390 km d'altitude avec ça. Mais ça n'a pas été long que ça s'est su. En 1946, le El Paso Times écrivait un article là, dans le journal, puis disant que 118 savants de haut niveau travaillent avec les USA à la base de White Sand. Et un petit peu par après, le Time, ça
C'était un magazine qui était vu à travers les États-Unis. C'était très, très populaire dans le temps. Là. Eux autres, ils titrent avec des photos. D'importants nazis aident les USA. Imaginez-vous en 1946. Quel impact ça a dû avoir dans l'opinion publique, cette affaire-là. Là. Ça a dû être immense. Mais de toute façon, ça a continué. Les savants allemands ont continué à travailler à White Sands, mais pas pour longtemps. Parce que en 1950, là, ils ont reçu une commande de modifier la A4, parce que les Américains avaient enlevé le nom de la fusée V2, là, parce que ça paraissait trop mal, ça. Ils ont décidé qu'ils allaient l'appeler désormais comme Vermeer l'avait appelé quand il était à Peenemünde, la fusée A4, ou agrégat 4. Ça paraissait moins mal dans l'opinion publique. Puis de se servir de ça pour développer une fusée plus grosse à la base de White Sands. Mais là, on s'est aperçu que la base de White Sands c'était trop petit. Que ça serait plus souhaitable là, pour ce genre de fusée-là. C'est pourquoi on a déménagé l'équipe de Werner à Huntsville, en Alabama. Ça, c'était une autre base militaire qui avait été désaffectée. Là. Il s'est installé là. Ça veut dire qu'à la fin 1950, Werner avait il était 117 à White Sands. Là, il était rendu, il y avait 400 personnes qui travaillaient avec lui. Et les gens de Huntsville, là, ça se savait, là, que c'était des Allemands, puis il avait appelé la base de Huntsville, là, de Redstone, ça s'appelait, là. Il l'avait appelé le Peenemünde Sud. Il disait ça en joke, là, mais c'était... Autrement dit, parce qu'ils parlaient tout allemand, ces gars-là, ensemble. Quand ils étaient ensemble, là, ils parlaient souvent allemand, puis quand ils allaient en ville, ben là, ils attendaient parler allemand, les Américains, si vous voulez, c'était des Allemands, ces gars-là. Et là, Werner met au point la fusée Redstone. Cette fusée devient opérationnelle en 1952 et elle peut porter une ogive de 3000 kg et atteindre une distance de 320 km. Et comme toujours, Werner est sur la touche, mais les Américains, la US Army ne le lâche pas. Ils faisaient tout pour y avoir les budgets qu'il fallait pour développer un programme de fusée. Là. Mais dans ce temps-là, il y avait la US Navy qui était très, très importante. Et elle aussi avait un programme de développer des fusées. Et les Américains, dans l'opinion publique, se disaient que OK, les Allemands sont là, mais on est capable de faire ça nous autres aussi. Il n'y a pas des Allemands pour envoyer des fusées en l'air, développer des fusées. En tout cas, c'était la mentalité du temps. Et en 1954, là, Werner, il y a 1000 hommes qui travaillent sur ses ordres. Et en 1958, jusqu'à la fin d'Huntsville, ça montera à 4000 hommes. Et Huntsville, au début, quand Werner est arrivé là, il y avait 16 000 habitants. Puis en 1958, il y en avait 100 000. Parce que si vous engagez, mettons, je ne sais pas, un ingénieur ou 3 savants, ça va prendre beaucoup de monde pour servir ce monde-là. Hein, parce qu'il y a des usines qui font les fusées, puis il y a des usines qui font les pièces mécaniques. Puis bon, mettons un savant, peut-être que c'est 3 ou 4 personnes qui travaillent en arrière de lui là, pour développer ses idées. Et il y avait une colline à Huntsville qui s'appelait la Monte Sana. Ça, c'est une petite colline. Là. Les Allemands, c'était tout établi. Là. C'était bâti des maisons. Là. Puis là, eux autres, les Américains de cette ville-là, ils appelaient ça la Sauerkraut Hill. La colline de la choucroute, parce que là, ça parlait juste allemand. Comprenez-vous? Ils venaient d'arriver en Amérique, ces gars-là. Ça fait que ça parlait juste allemand. Et en 1955, c'est là que la décision du gouvernement américain que désormais, c'était sous-entendu, mais là, le gouvernement américain fait un choix que ce sera la US Navy qui va envoyer le premier satellite américain autour de la Terre. Ça, c'est décidé que ce serait la US Navy avec son programme Vanguard, là, avec la fusée Pershing, qui satelliserait un satellite autour de la Terre. Mais c'est sûr que ça ne faisait pas l'affaire de Werner, ça.
Ils ont fait, l'armée ils ont fait beaucoup de pression pour que ce soit eux qui soient choisis, mais en vain, parce que le président Eisenhower, imaginez-vous, c'est lui qui avait, il était en charge du département d'idées en Europe, là, puis quand il a vu les dégâts probablement que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale avait fait en Europe, là, il n'y avait pas les Allemands en odeur de sainteté, là. C'est pour ça que c'est la US Navy qui a été choisie, parce que envers et contre tous, là, le président Eisenhower il était pour la US Navy, puis il n'y a personne qui pouvait changer ça. Dans ce temps-là, le président américain, c'était considéré comme un demi-dieu. Aujourd'hui, ils sont plus critiqués là, ouvertement, mais dans ce temps-là, ça ne marquait pas de même. Le président, quand il disait de quoi, c'était fini, ça marquait comme ça. Et je m'en souviens, moi, d'Eisenhower, parce que j'étais un type d'un certain âge, il aimait ça aller jouer au golf. Ça a l'air, à la fin de sa vie, ça avait l'air d'un bon Père Noël. C'était un bon président américain. Et là, ils ont... c'est sûr qu'ils ont... Le président lui-même, le président américain a mis un embargo sur la US Navy pour que Werner ne tente aucune satellisation avec sa fusée là, qui s'en venait, là, sa fusée Jupiter. Ça, ils ont été bien déçus, les Allemands, là, puis ils se demandaient s'ils avaient choisi la bonne place pour... s'il n'aurait pas été mieux d'aller dépenser leur savoir ailleurs, là, c'est sûr que ça a dû lui donner un énorme choc, parce que probablement que Werner, il savait qu'il était bien plus avancé que la US Navy, mais en tout cas, c'est pas lui qui menait ça ce fois-là. Et la fusée de Werner était opérationnelle en 1956. La fusée Jupiter, elle pouvait faire 5300 km et atteindre une altitude de 1000 km. Ça veut dire qu'avec ça, il était capable de satelliser quelque chose autour de la planète, autour de la Terre. Mais il n'avait pas le droit de le faire. Ça fait que le 4 octobre 1957, c'est là que ça va commencer à tout chambarder, là. Là, l'Amérique a subi un réveil très, très brutal. Les Russes les envoient Sputnik 1. C'est un petit satellite qui faisait bip, bip, quand il faisait le tour de la tête. Bip, bip, on entendait ça, puis là, tout le monde, ça jouait à la radio, puis ben, c'était pas comme si ça fait les Russes, puis c'était pas la fusée, c'était pas le satellite en lui-même qui était énervant. Mais ça voulait dire que la Russie avait des missiles intercontinentaux et pouvait bombarder les Américains avec des ogives nucléaires s'il l'aurait voulu. C'est pour ça qu'il y avait une hystérie générale aux États-Unis. Puis dans ce temps-là, il y avait une guerre froide là, entre les Russes et les Américains. C'était pas rose, cette affaire-là. Là, Werner a beau faire des pressions, puis avec son équipe, là. Puis lui, il disait, si vous me donnez l'autorisation, moi, je peux satelliser, donnez-moi 60 jours, puis je vais le faire. Mais le haut commandement américain de l'armée, il dit, là, on va, mettons que si jamais c'est nous autres, il ne pensait pas que ça allait être eux autres, mais il se préparait pareil. Il dit, on te donnera 90 jours. Ben, il montrait comment il était sûr de son affaire. Mais le 3 novembre 1957, imaginez-vous, un mois plus tard, même pas, un mois plus tard, les Russes lancent le satellite Sputnik 2 avec une chienne, la chienne Laika. Ah là, ça a été aux États-Unis, c'était pas une petite affaire, moi, la première puissance du monde. On était en train de se faire battre par les Russes. En tout cas, l'opinion publique commençait à monter avec ça, là. Fait que, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président Eisenhower, il ne changeait pas d'idée, lui. Là, ils ont mis un peu de pression sur la US Navy. Et le président Eisenhower leur donne ordre de satelliser avant la fin de 1957. Envoyer un satellite autour de la Terre avant la fin de l'année 1957. Ça, cette hâte-là pour la US Navy, c'est comme nous en voit, cette hâte-là lui fut malheureusement fatale. Le jeudi 5 décembre 1957, une fusée Viking doit décoller du Cap Canaveral à 16h44. Puis là, les trois réseaux de télévision étaient là. Imaginez-vous. ABC, CBS et NBC, ça c'était télévisé en direct. La US Navy était sûre de son affaire. Puis bon, on montre aux Américains ce qu'on est capable de faire. Nous autres, les Américains, on n'a pas besoin des Allemands pour envoyer des fusées autour de la... satelliser, envoyer des satellites autour de la Terre. La US Navy va le faire. Mais malheureusement, c'est que la fusée s'est élevée de quelques mètres
Elle a penché un peu sur le côté, elle tombe à terre, tout a explosé. Là, imaginez-vous, tous les articles qu'il y a eu dans le journal à cette époque-là, la stupide US Navy, puis bon. Là, il y a une véritable hystérie là, aux États-Unis qui s'est emparée des USA. Ils parlaient même d'un deuxième Pearl Harbor. Imaginez-vous, les Russes sont diffusés, ils peuvent nous bombarder demain matin. Puis nous autres, on n'est même pas capables d'envoyer un petit satellite autour de la Terre. Là. Ça ne marche pas notre affaire. Ben là, le président Eisenhower est trouvé de ravaler ses paroles. Là, il est trouvé de plier, là, parce que là, c'était trop grave. L'opinion publique était en train de... ça se montait, là, puis ça avait quasiment plus de bon sens. Là, il a levé l'embargo sur l'équipe de Warner. 5 jours après la catastrophe, là, il a envoyé un message à l'US Army que désormais, là, le prochain essai pour satelliser, c'est Wernher von Braun, son équipe, qui va le faire. Ça fait que là, le vendredi, le 31 janvier 1958, là, l'Amérique retient son souffle. Parce que imaginez-vous la pression qu'il y avait. Là, ils devaient se demander, les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ça va être quoi la prochaine affaire qu'ils vont faire satelliser pour nous humilier davantage, là? Ça fait que le 31 janvier 58, le lanceur de Warner qui s'appelait le Jupiter CRS-29, ça venait de la fusée Redstone, puis la fusée Redstone venait de la V2, ça veut dire que toute la base des fusées, que ce soit en Russie ou aux États-Unis, ce sont les Allemands avec le V2. Là, il y avait les 3 réseaux de télévision étaient là. Et la fusée du Redstone s'élève du Cap Canaveral et emporte jusque là. On voit la fusée jusque dans la stratosphère, là, emporte le satellite Explorer 1. Là, ça a été l'hystérie collective aux États-Unis. Imaginez-vous, après la catastrophe de la US Navy, von Braun qui réussit, premier essai, à satelliser un objet américain autour de la Terre. Là, on le voit ici, là, si vous regardez ici, là, ça c'est à Huntsville, après le lancement du satellite. Là, tout le monde l'avait dans le bras, puis en tout cas, c'était pas qu'une petite affaire. Fait que, avec sa fusée Jupiter, son Explorer 1, il a redonné espoir en Amérique. Et c'est là que Werner et son équipe, les 117 Allemands, les savants qui étaient avec lui, là, ils ont enfin réalisé qu'il avait bien fait de choisir l'Amérique. Et on va voir dans la 4e capsule là, que je vais préparer et mettre en vidéo probablement au courant de la semaine prochaine. Là. Puis quand je vais avoir fini toutes les 4, je vais les envoyer sur YouTube. Là. Quel était le cheminement de Werner? Mais avant de terminer, je voudrais dire à mes internautes, parce que j'avais mentionné dans une petite capsule, que ceux qui n'ont pas de compte sur YouTube, quand ils voient mes vidéos, si ça les intéresse, ils ont juste à cliquer sur abonner. Quand vous regardez mon vidéo, en haut, il y a une petite case marquée abonner. Si vous cliquez là-dessus, à ce moment-là, vous allez être abonné à mon compte. Moi, je ne le saurais pas que vous allez être abonné à mon compte. Sauf que YouTube va me dire, dans ma boîte à mail, qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné, mais je ne sais pas qui. De toute façon, puis quand je vais émettre une autre vidéo ou quelque chose de mon compte YouTube, ça va rentrer dans votre email automatiquement. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le regarder. Si ça ne vous intéresse pas, vous faites delete et vous l'envoyez à la poubelle. Mais là, vous allez savoir, quand je mets une vidéo, vous allez être averti. Sur ce, je vous dis merci, bonjour et à la prochaine.